Bonjour à tous, je suis Bénédicte Tassard du service économie de RTL. Bienvenue sur ce débat. Et si on numérisait le contrat social? Alors, un vaste débat, on en a discuté un petit peu entre nous auparavant. Et pour poser les bases, pour d'abord savoir ce qu'est le contrat social, je vais demander à Marc Ferracci de nous introduire ce débat. C'est quoi le contrat social, Marc? Est-ce que je suis... On m'entend, très bien. Alors effectivement, vaste question. La numérisation, c'est déjà un concept assez large. Le contrat social reçoit potentiellement beaucoup d'acceptions différentes. Quand j'ai vu la question, je me suis demandé s'il s'agissait, numériser le contrat social, de transformer un document qui traînerait quelque part et qui s'appellerait le contrat social en fichier PDF. Bon, assez vite, on a évacué collectivement cette hypothèse et on a essayé de renverser un petit peu la question. L'idée, c'est évidemment que le développement des outils numériques affecte l'ensemble des interactions sociales, l'ensemble des interactions entre les parties prenantes à la société. Et de ce point de vue, on a envie d'aller un petit peu plus loin, de disséquer les menaces, les opportunités que fait peser et qu'engendre aussi la numérisation, le développement des outils numériques, sur les différentes strates de la population et aussi sur la nature même du lien social. Alors, le numérique modifie l'ensemble des relations sociales et des interactions sociales. Il modifie d'abord, peut-être, la relation des citoyens aux différentes formes de pouvoir et de représentation politique. Une transparence accrue, la possibilité d'accéder à de l'information susceptible de générer une interpellation à l'égard des pouvoirs politiques, c'est un premier élément, mais aussi des actions qui sont facilitées. Prenons l'exemple, par exemple, des pétitions citoyennes qui se multiplient ces derniers temps. Des actions qui sont facilitées justement par les outils numériques et qui, finalement, donnent la promesse d'une horizontalité accrue en termes de rapports sociaux et politiques, c'est-à-dire une capacité à se mettre au niveau de ceux qui sont traditionnellement les représentants. La numérisation, elle a aussi des effets sur les relations entre salariés et employeurs. Certains de nos intervenants vont développer de manière beaucoup plus précise ce point, mais il est évident que le numérique crée des opportunités, il crée aussi des menaces, il crée des activités nouvelles. Le numérique amplifie très probablement ce qu'on appelle le phénomène de réallocation des emplois, c'est-à-dire la destruction d'emplois dans des activités anciennes ou dans des entreprises peu productives, et la création d'emplois dans des entreprises et des activités nouvelles. Et ça, effectivement, ça modifie le rapport qui peut exister entre les salariés et les employeurs. Ça le modifie d'autant plus que se développent, comme chacun le sait, des formes alternatives au salariat. Et donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse de ces formes alternatives. Est-ce qu'elles sont de nature volontaire? Est-ce que le fait de basculer dans un statut d'auto-entrepreneur, est-ce que le fait de basculer dans des statuts d'emploi individuel et de sortir de la subordination qu'implique le contrat de travail, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est quelque chose de volontaire? Ou est-ce qu'au contraire, c'est subi et ça traduit finalement une perte de marge de manœuvre au niveau des individus? Un troisième type de relation, après le politique et les relations, on va dire, sociales, tient dans les relations qui existent entre les entreprises et leurs clients. Là aussi, on va essayer d'investiguer un petit peu plus ce point. Le développement du numérique permet aux entreprises, entre autres, de collecter énormément de données sur les clients. Il donne aussi aux clients parfois un pouvoir d'interpellation et aussi de choix des entreprises et des produits qui modifient la relation assez grandement. Quelles sont les implications de ces évolutions? Eh bien, on va revenir aussi là-dessus. Enfin, finalement, la trame de tout cela, c'est que le développement du numérique, et particulièrement la pénétration d'Internet dans des pays, dans des zones géographiques qui en étaient jusqu'à présent éloignées, modifie les relations entre des acteurs qui sont parfois des acteurs transnationaux, modifie les relations entre les États et des firmes globales, par exemple, modifie les rapports de force qui peuvent exister entre justement le champ de la souveraineté étatique et des acteurs comme les firmes globales. Et donc, de ce point de vue, on a besoin aussi de réfléchir à une régulation de ce système qui est Internet
et à de meilleurs mécanismes de gouvernance. Donc on va aborder, au travers de tous nos intervenants, l'ensemble de ces questions. Finalement, la question, c'est moins de savoir s'il faut amplifier le mouvement de numérisation, s'il faut amplifier la pénétration et le développement des outils numériques dans toutes les strates de l'économie et de la société, parce que c'est à l'évidence un mouvement qui est irréversible. La question, c'est plus de savoir quelles régulations on construit face à ces chocs sur l'emploi, ces chocs sur la consommation, quels bénéfices on peut tirer de ces outils numériques, notamment pour refonder, par exemple, la protection sociale, pour refonder la sécurisation des parcours des individus dans un marché du travail qui est de plus en plus mouvant, dans un marché du travail qui génère des risques nouveaux. Et finalement, quelle régulation on crée à un niveau plus important, à un niveau supranational, pour faire converger les valeurs, les pratiques et les outils qui permettront de bénéficier au maximum des potentialités d'Internet. Voilà, de manière très synthétique, un certain nombre de points qui seront abordés par nos intervenants. Merci. Marc. Bon, je vais vous présenter donc les intervenants de cette session, en commençant de mon côté. Michel Sicurel, président du groupe La Maison et de la banque Leonardo, donc banquier, spécialiste de l'économie. Thomas Burbel, vous êtes le futur directeur général d'AXA. Vous prenez vos fonctions le 1er septembre prochain à la place d'Henri de Castres. Diana Filipova du think tank WeShare. Vous réfléchissez donc sur la société collaborative, plus généralement. Le professeur canadien Fen Osler-Hampson, directeur de la Commission mondiale sur la gouvernance d'Internet, et Gilles de Margerie, directeur adjoint du groupe de protection sociale Humanis. On va commencer, si vous le voulez bien, avant la traditionnelle question de l'étudiant Simon qui est parmi nous, et puis un petit débat avec vous. On va commencer par Michel Sicurel. Le pacte social, le contrat social révolutionné par le numérique, est-ce qu'on doit paniquer ? Alors écoutez, on m'entend bien là ? Oui, très bien. En fait, je vais vous dire, j'ai l'habitude ici depuis 13 ans que je viens aux formidables rencontres économiques de commencer par un opening joke. Et je me suis beaucoup creusé la tête. Et franchement, la numérisation du contrat social, j'ai renoncé. Donc, est-ce qu'il faut paniquer ? Il est de fait que beaucoup de gens considèrent que le numérique, l'ère numérique, c'est la fin du monde, ou en tout cas la fin d'un monde, la fin de l'homme, comme si la planète des méninges, comme celle des singes, menaçait l'homme. Et je vais vous raconter cette histoire. Faut-il paniquer ? Ne faut-il pas paniquer ? Alors, il y a près de 14 milliards d'années, le Big Bang avait créé l'espace-temps. Et au contraire, le numérique, qui est une sorte de Big Bang inversé, engloutit l'espace et le temps. Et tout cela dans un noyau minuscule, qui est le microprocesseur de nos téléphones mobiles. Il faut voir que les révolutions techniques précédentes, la machine à vapeur, l'électricité, l'électronique, perfectionnaient notre modèle industriel, alors que le Big Bang numérique ébranle les fondations de base des organisations humaines, et en particulier, il bouleverse le pacte social et sociétal très profondément, et je vais vous en donner 3 exemples, à travers 3 ruptures. La première rupture, c'est ce qui était le cercle vertueux du capital et du travail que vous connaissez bien. Le capital augmentait la productivité permettait d'augmenter les rémunérations des travailleurs, les travailleurs augmentaient leurs demandes, qui augmentaient la croissance, et tout ça revenait au capital. Et ce cercle vertueux marchait formidablement bien depuis 200 ans. À l'ère numérique, c'est fichu. Et ce sont les innovateurs qui ont besoin ni de capital ni de travail, qui mangent la valeur ajoutée et qui pourraient devenir ensemble le prolétariat du nouveau monde, renvoyant notre cher Piketty à ses chères études. La deuxième rupture, c'est le cercle vertueux de la concurrence mondiale. La concurrence mondiale, et encore plus avec les pays émergents, a mis sous pression le travailleur, mais en lui offrant une consommation meilleure et meilleur marché. Et en fait, avec le numérique, le concurrent chinois est là sur votre
téléphone mobile, ici et maintenant. Il n'y a plus aucune viscosité, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Et c'est dans la vraie vie le schéma de concurrence pure, parfaite et instantanée de la théorie économique qui n'existait que dans nos livres d'économie. La troisième rupture, et c'est probablement la plus impressionnante, c'est le cercle vertueux de l'emploi. J'ai eu la chance de connaître Alfred Sauvy. Et Alfred Sauvy expliquait que le progrès technique, en solvabilisant la demande par la productivité, éliminait moins d'emplois qu'il n'en créait. Et en fait, la robotisation, sous toutes ses formes, permettait d'éliminer les tâches ingrates et d'offrir à l'homme des travaux intelligents. Le travail non qualifié était menacé, mais l'éducation garantissait le cercle vertueux, c'est-à-dire l'emploi et l'ascenseur social. Avec l'intelligence artificielle, c'est le travail qualifié qui est menacé. On disait à Davos, dans le froid, parce qu'il ne fait pas bon comme ici, on disait à Davos que le numérique allait créer 100 000 milliards de dollars de richesse dans les 10 prochaines années, mais pour qui ? Et la perspective de destruction massive d'emplois inquiète assez légitimement les classes moyennes. Pourtant, ayant décrit la panique, je vais vous décrire l'inverse, parce qu'il faut bien dire que ces fantasmes effrayants traduisent la panique de notre génération, que j'ai nommée inoxydable, génération totalement dominante, mais qui s'oxyde d'un coup face à la jeune génération plongée dès sa naissance dans l'ère numérique. Je vois bien, j'ai 2 fils qui ont 33 et 25, et ils ne sont pas du tout pareils en face du numérique. Le 25 est né dedans. Il faut tendre l'oreille vers cette jeune génération sacrifiée et vers le pacte social et sociétal qui lui convient. Tout ce que nous redoutons et peut-être tout ce dont elle rêve, c'est-à-dire l'ère de la numérisation heureuse. Et je voudrais en montrer 4 points. D'abord, le premier, c'est que les jeunes en ont marre, totalement marre, de porter le fardeau des aînés et la dette de l'État-providence qui en résulte, qui est un élément clé de notre contrat social. C'est la guerre des générations entre santé et retraite des seniors, éducation et emploi des cadets. Or, le numérique, on ne le voit pas encore, permet l'excellence à bas prix de l'éducation et de la santé. Ce progrès concernera non seulement les pays riches pour leurs propres ressortissants, mais aussi ceux du monde émergent, notamment l'Afrique en pleine explosion démographique. Car il faut bien voir que les majeurs problèmes de santé et d'éducation des milliards de jeunes du tiers-monde, je vous rappelle que le monde va passer de 6 à presque 10 milliards d'individus en quelques années, l'Afrique de 1 milliard à 2 milliards et demi. Enfin, tout ça est très, très violent et tout ça se passe en moins de 50 ans. Et si le tiers-monde, qui double de taille en quelques décennies, ne trouve pas son équilibre, vous verrez les migrations, celles qui nous bouleversent aujourd'hui, qui seront un modeste apéro à côté de ce qui nous attend si les pays émergents n'arrivent pas à régler leurs problèmes chez eux. Le deuxième point... Il faut conclure déjà. Bah oui. Donnez-nous les points et puis on va en discuter pendant le débat. Bah, écoutez, alors le deuxième point, c'était que le numérique est écologique et il faut qu'on en parle, notamment avec le travail à distance. Le troisième point, c'est que le numérique bouleverse l'organisation du travail des anciens et fait un travail complètement déstructuré. Et enfin, le troisième point, c'est le fait que le numérique, comme l'imprimerie, c'est la destruction des clercs, c'est la démocratie des connaissances, et tout cela ravit nos jeunes libertaires qui n'ont plus de patron. Et je terminais par le fait que les élites qui ont en fait géré notre contrat social à travers les pays et les entreprises depuis 2 siècles sont balayées. Et je voulais terminer, parce que c'est le sujet du séminaire, en disant qu'en réalité, je crois que les pays et les entreprises de territoires malmenés par le numérique vont continuer de nous réchauffer devant la froideur minérale du numérique mondial. Voilà. C'est bien, vous êtes optimiste. Monsieur de Margerie, si vous voulez bien, on va parler des relations entre
Les salariés, quel bouleversement ce nouveau contrat social pour eux? Bon, là, on était à 15 milliards d'années dans le passé et à quelques milliers d'années dans le futur. Moi, je vais parler plutôt d'aujourd'hui. Quand on parle de ce sujet, c'est un sujet complètement passionnant, donc on a évidemment envie de dire des choses passionnées, et ça conduit éventuellement à dire un certain nombre d'âneries. Donc je vais rappeler 2 ou 3 choses très basiques sur quels sont les emplois qui sont vraiment touchés par le numérique, comment change l'emploi à l'âge du numérique, ça n'a rigoureusement rien à voir avec le premier sujet, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout ça, il y ait un pacte social autour de la protection sociale qui fonctionne à peu près. Alors, les emplois. On se représente tous des gars, des filles derrière des écrans, dans des endroits magiques. En pratique, c'est des livreurs. Les gens qui sont le plus touchés par le numérique, ce sont des livreurs avec des tablettes dont chaque mouvement de la journée, chaque cigarette qu'ils fument en se garant 1 minute de plus que prévu par le GPS, est pisté par leur tablette qui leur dit où faire la prochaine livraison. Alors, ce n'est pas seulement des livreurs, c'est aussi des gens qui font votre paquet Amazon dans un énorme hangar de logistique. Ce sont des techniciens de maintenance. C'est le gars qui répare votre ascenseur, qui a une tablette qui lui dit « On pensait que vous arriveriez 5 minutes plus tôt, il vous reste 18 minutes pour faire la réparation, c'est un ascenseur de tel modèle, voilà ce qu'il faut que vous fassiez. » Alors, quand on regarde ça, on parle en fait, dans un pays comme la France, de plusieurs millions d'emplois. Et ces millions d'emplois, ils sont très touchés par le numérique, ils sont vraiment transformés au jour le jour. Et ils sont transformés dans un sens où, à certains égards, le métier est plus facile. Quand vous êtes sur une plateforme téléphonique, on vous propose les réponses à faire à la personne qui vous appelle. Et à certains égards, ils sont plus durs parce que vous êtes suivi tout le temps. Et donc, tout ce que vous faites est monitoré, votre efficacité, la qualité de votre accueil du client, etc., tout ça est parfaitement contrôlé. Donc le numérique, au jour le jour, pour des millions de personnes en France et des centaines de millions de personnes dans le monde, c'est le même travail, avec le même contrat, peut-être pas forcément dans la même entreprise, mais avec un suivi beaucoup, beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus intense. Alors il y a des choses qui changent quand même à l'intérieur de ça. Quand vous regardez Uber, ce sont des chauffeurs de taxi, mais quelle est la différence? Ils n'ont pas dû acheter la plaque et c'est normal parce que l'existence de la mise en relation avec le client et de Waze pour se guider font que les 2 savoir-faire clés du taxi, qui étaient de savoir où trouver les clients et de trouver le bon chemin, sont complètement démonétisés. Il n'y a plus de barrière à l'entrée, du coup. Et donc, quand vous prenez un Uber, je pense que nombreux sont ceux dans la salle qui l'ont fait une fois dans leur vie, ben vous voyez bien que le chauffeur de taxi, c'est quelqu'un qui ne ressemble pas au chauffeur de taxi d'il y a 20 ans. Il n'a pas payé 200 000 € pour s'acheter la plaque et il n'a pas eu la même formation initiale. Donc, on a un job qui rend un meilleur service, qui est plus facile à exécuter et qui est déqualifié si on le regarde du point de vue de la qualification professionnelle. Les vrais changements de la révolution numérique pour nos concitoyens, c'est ça. C'est pas que des mauvaises nouvelles, parce que ça fait qu'il y a des barrières à l'entrée qui descendent et qu'il y a donc des gens qui seraient restés à l'écart de l'emploi et qui vont pouvoir y aller. Dans le même temps, il y a un autre changement qui est énorme et qui est celui des manières de travailler et des types de contrats. Alors, avant qu'on soit avec vous, on avait une réunion de travail où on discutait un peu sur comment ça évoluait. Il y a un petit débat sur les chiffres, mais en gros, l'idée, c'est depuis 2 siècles, l'emploi salarié monte énormément et la part de la population active qui a un emploi salarié ne cesse d'augmenter. En tout cas, ça, c'était vrai jusqu'à peu près l'an 2000. Et aux alentours de 2002, c'est le point d'inflexion pour les pays de l'Union européenne, l'emploi non salarié se remet à progresser. Et il se remet à progresser d'une manière très significative. Les ordres de grandeur en France, c'est 4 millions de personnes non salariées en 1970, 2 millions en 2000, et on est en train d'aller vers 3 millions. Donc c'est vraiment grosse baisse et début d'une réaccélération importante. Et les emplois qui se créent comme ça ne sont pas des emplois du numérique. Ce sont des emplois de caissiers ou de caissières, ce sont des emplois de chauffeurs, ce sont des emplois de caristes dans les entreprises, ce sont surtout des emplois de service à la personne, qui est le poste où on a vu énormément, service aux entreprises aussi, mais le poste où il y a eu beaucoup de croissance, ce sont les services à la personne. La deuxième transformation, c'est qu'effectivement,
vous avez de plus en plus de gens qui vont avoir, à un moment ou à un autre dans leur vie, un changement d'emploi compliqué et qui vont peut-être enchaîner des emplois dans des conditions un peu différentes de ce qu'ils faisaient avant et qui vont ne plus du tout se reconnaître dans le cadre classique du contrat à durée indéterminée. Vous avez une tension et un écart qui est de plus en plus important avec des gens qui ont un emploi à durée indéterminée qui s'y cramponnent. Du coup, vous avez une statistique complètement inattendue, c'est que la durée moyenne d'un contrat à durée indéterminée augmente. Et dans le même temps, pour ceux qui en ont un, et dans le même temps, vous avez des gens qui tournent très vite entre des emplois de plus en plus précaires. Et ça bouleverse le rapport au travail parce que vous avez des années où, entre la fin de la jeunesse et le début de l'entrée dans une vie plus posée, plus réglée, vous allez galérer entre des petits jobs, pas de jobs, et des petits jobs qui seront salariés ou qui ne seront pas salariés. Tout le système de la protection sociale a été construit autour des contrats à durée indéterminée. Il gère moyennement le passage d'un contrat à durée indéterminée à un autre, et il gère carrément mal tout le reste. Alors, on essaye de bricoler, on essaye de trouver des solutions, et on a créé, il y a une dizaine d'années, un truc qui s'appelle le RSI. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit un succès éblouissant. On a créé des systèmes pour que les ruptures soient un peu moins rudes. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise, votre complémentaire santé, votre prévoyance reste avec vous pendant un certain temps, d'autant plus long que vous avez travaillé longtemps dans l'entreprise, jusqu'à 1 an. Enfin, on bricole. On est en train de créer un compte personnel d'activité. Pour la première fois, c'est quelque chose qui a vocation à vous accompagner tout au long de votre vie. Le défi qui vient pour la protection sociale et pour le pacte social, pour le contrat social autour de la protection sociale, ça va être de réussir à traiter de manière équitable, raisonnablement simple, tous ces cas de figure de plus en plus différents. Et là, il y aura un défi numérique incroyable, c'est qu'il faut accumuler un nombre gigantesque de données, complètement hétérogènes, de gens qui sont quelquefois dans des cadres d'emploi classiques, quelquefois dans des cadres d'emploi absolument pas classiques, pour essayer de les protéger et de leur donner une protection santé, une protection retraite, une protection chômage à peu près décente. Pour le moment, c'est une foire complètement désorganisée. On va mettre au minimum 10 ans pour numériser le contrat de protection sociale. Et ça, c'est notre prochain très grand défi. Merci Gilles de Marjorie. C'est un peu inquiétant, hein, mais enfin, on va en parler, je pense, dans le débat de la portabilité des droits des salariés. Et on va aussi parler des clients, parce que nous avons avec nous donc Thomas Buberl. Les assurances ont aussi des clients, et les clients aussi ont droit au contrat social. Certainly. I'll do it in English. There is a profound change in the insurance industry when you look at the clients. Customers are now used to buy very simply your book on Amazon. Technology has revolutionized the industry, and you see three types of things. Once you see online platforms. It's very easy access, very easy service, and very simple. Uber and Amazon, as we discussed, are examples of that. You see a second type, which is very much collaboration. Individuals help each other, individuals sell to each other, individuals share. They share rides, they share homes. A third piece that you see are digital communities. The old notion of physical communities is now being transferred in the viral space of digital, and you see people around common interests that gather and that build a community. They leverage the network power. All of this has led to a fundamental change in the customer behavior and in the expectation towards the companies. On the one hand, they want simplicity, they want convenience, and they want efficiency. On the other hand, they want anticipation. They want you to know already what they should be doing next. Look at YouTube and the next playlist that you need to get in touch. They also want to be in touch with us all the time. 8 to 16 hours is not anymore the case. We need to be there anywhere all the time. And they want to make sure that we are very high on transparency, but clearly very high also on data protection.
This puts our whole business model in a different light, and we have to change. Insurers have a very big social role of mutualizing risks, and it's a very data-driven industry. But given these customer expectations, we need to change the model. We are very good at paying bills once a claim has happened. Customers, however, demand from us that we move from a role of a payer to a role of a partner, which means we need to be far more active in prevention, and we need to engage our customers to really reduce their risk. So our vision needs to be, how do we empower people to live a better life? And there are 4 axes that we need to work on. The first one is we need to create the same convenience that an Amazon and Google is creating. By really having a blended experience of the physical channel and the direct channel, you are creating a very different atmosphere and a very different access. And you already see, for example, in Korea, that 39% of our customers are only interacting with us on KKO Talk, which is the WhatsApp of Korea. You also see that customers are asking us, hey, I don't want to wait anymore for my doctor for 3 days. Can you not give me advice over the telephone? The second big thing that we see is around prevention. If we want to become from a payer to a partner, we need to anticipate. We've got the data to help people to reduce their risk. We've got the data to work together with people and be very predictive on the health side, on the car side, on the life side. We understand risk patterns. We have invested a lot in data innovation labs to really analyze the data and put this data at the service of the customer. Thirdly, an insurance business is actually a business of community. We run a large community of insured that have the same interest, how to get more peace of mind. Why are we not putting our customers more in touch that share the same risks, that share the same interest to help each other to reduce risk? And fourthly, the new economy offers new risks. When you think about car sharing, when you think about home sharing, these are not traditional risks. We need to reinvent ourselves in terms of how do we serve these industries. And the first example in France was how do we cooperate with BlaBlaCar to really ensure that somebody is safe and arrives from point A to point B in a safe manner. Or you have questions around your reputation, your digital reputation. How can we make sure that this is safe? You also have questions around data protection. Crime has moved very much into digital. This causes new risks. This causes new opportunities for insurers. So we are at a new era of a shift of the business model from a payer to a player. It is, however, very important that we take 2 elements extremely seriously. One is the question around data protection. How can we make sure that data is transparent and data is only used at the service of the customer and is safe? And we were the first one to give a very clear declaration that data is safe and that we do everything to keep it safe and it's only at the service of the customer. And the second piece is, how do we preserve the insurance model? The insurance model is based on mutualization. A good risks help a bad risk and it equals out. However, if you know your own risk profile more and more by more data, very good risks will demand more and more reduction in price, and more difficult risk will find huge difficulty of even getting insured. So there we need to make sure that the role of regulators, the role of states, and the role of society prevents us from having an imbalance in the mutualization of risk. Overall, we see digital as a huge opportunity to transform our model to the next level, to really be more closer to the customer and help him or her in partnering, in reducing their risk, and in living a better life. Thank you. Merci beaucoup. Alors, on pourrait se remettre maintenant un petit peu dans le cadre de cette session d'Aix, le pays idéal. Diana Filipova, comment peut-on peut-on politiser ce nouveau contrat social ? Alors, bonjour.
Je voudrais commencer par rendre à César ce qui lui appartient et réfléchir un peu sur... pardon, j'ai une voix très forte. Sur le rôle qu'on attribue en fait au numérique, ou à la technologie, aux plateformes, à l'innovation, à la digitalisation, vous pouvez donner absolument le nom que vous voulez à ces évolutions-là, dans la déconstruction, dans la fragmentation de notre contrat social. Et là, je pense que la façon de poser la question, et si on numérisait le contrat social, est pas innocente, pas du tout. Elle montre bien qu'il y a cette tendance à attribuer au technologique, au numérique, à la fois le rôle de cause exclusive de tous nos malheurs et aussi de baguette magique. Donc un peu une vision schizophrène. Donc non, et il faut, je pense, le répéter encore une fois, le numérique n'est pas la cause de tous nos malheurs. Il est probablement l'accélérateur, le multiplicateur. Je pense personnellement que la décomposition de notre contrat social a commencé plutôt dans les années 70. Et si elle a été accélérée depuis la crise plus récente en 2008-2009, nos institutions ont déjà été bien entamées. Et une des raisons, donc à part la mondialisation, etc., c'est une certaine constance de politique d'austérité, d'obsession par la production, par une politique de l'offre, par une politique de la croissance et le plein emploi, comme si justement toutes ces évolutions technologiques n'avaient pas lieu. Donc je pense que la cause est aussi du côté des politiques. Voilà. D'autre part, évidemment, le numérique ne peut pas apporter toute la solution. Le contrat social, ce n'est pas un bout de papier qui aurait été composé par 2 pelés et 3 tondus sur un coin de table. C'est un concept, si on prend bien, on va dire, l'interprétation, la conceptualisation rousseauiste, c'est un concept qui est construit de façon anthropologique a posteriori. Il en va, en quelque sorte, et je reprends Castoriadis, de l'institution imaginaire de notre société. Évidemment, le socialisme technologique, qui consiste à dire qu'il suffit de scanner ou de numériser un bout de papier pour tout d'un coup résoudre tous les problèmes qui sont présents depuis à peu près 40 ans, relève d'une certaine pauvreté justement de l'imagination du côté de nos politiques. Donc, je pense qu'il faut qu'on applique le raisonnement que Hannah Arendt avait fait en son temps à la question sociale. Elle avait montré dans son livre sur la Révolution, On Revolution, que la socialisation de la question politique était, pour le coup, la cause des malheurs de la France après la Révolution. Eh bien, je pense qu'on peut appliquer aussi ce raisonnement à la question technologique et dire qu'il faut, au lieu de technologiser la question politique, il faut politiser la question technologique. Concrètement, qu'est-ce qui a vacillé depuis 40 ans ? Moi, je vois 3 choses qui ont vacillé. La première chose, c'est l'État-providence. L'idée que les solidarités verticales peuvent résoudre tous les problèmes et notamment fournir une protection, une sécurité à vie aux citoyens. En gros, pour le dire simplement, le deal qu'on avait passé, qui était subordination au sein du travail salarié contre sécurité à vie, a été rompu, notamment par évidemment, la montée des technologies. La deuxième chose qui a vacillé, c'est un certain désencastrement de l'économique du politique. Je reprends les termes de Polanyi, qu'il a formulé ce constat dans les années 30. Avec la montée en puissance de nouvelles technologies, la décentralisation, la mondialisation, on ne peut plus vraiment considérer que l'économie est un secteur complètement à part. Enfin, troisième institution qui a vacillé, et c'est sur celle-là que je vais m'arrêter, parce qu'elle est à mon avis la plus intéressante, c'est le travail salarié en tant qu'institution centrale de l'organisation de nos sociétés. Pour le dire autrement, nos modèles socio-économiques étaient fondés sur la primauté du salariat comme mode d'intégration économique, sociale, politique, et celui aussi qui fournit notre identité du point de vue beaucoup plus symbolique. La nouvelle technologie, la plateformisation, fragmente, émiette le travail. Donc le travail est de nouveau en miettes, il l'est régulièrement, tous les 50 ans. Ce n'est pas grave, on va le reconstruire, il n'y a aucun problème là-dedans. Il est de nouveau en miettes avec la montée en puissance des formes de travail indépendants, la montée en puissance du travail à la demande, et surtout une destruction massive d'emplois de classe moyenne qui ont justement constitué le socle et le pilier de la protection sociale au XXe siècle. Donc, le recours finalement aux formes atypiques de travail, qui a été extrêmement bien présenté auparavant, et sur lesquelles je ne vais pas revenir, pose des questions en termes de solidarité, puisqu'aujourd'hui la solidarité fondée sur le seul emploi salarié ne fonctionne plus. Les réponses, par contre, qui sont apportées par les politiques, enfin, on va dire par les classes politiques, sont toujours à peu près les mêmes. On va dire ce sont des versions plus ou moins sociales, démocrates de la thatcherisation.
en quelque sorte, du tchatcherisme. D'ailleurs, la récente loi El Khomri, je pense à cette loi-là, finalement remet au goût du jour la flexi-sécurité qui, pour moi, est en fait une sorte de version ossifiée de la politique moderne des années 90. Aujourd'hui, ce n'est pas la flexibilité dont on a besoin, mais de la refonte de la sécurité et de la sécurité sociale. Cette fragmentation des formes de travail, des identités et de notre intégration symbolique introduit quelque chose de beaucoup plus grave en fait, qui est une espèce de tension larvée qu'on retrouve dans nos sociétés. Je pense que vous l'avez senti avec Nuit debout, avec plus récemment le Brexit, quand même, qui montre bien à quel point l'opposition et l'exacerbation des tensions entre le peuple et les élites peut provoquer une crise politique durable dont on ne sait pas quand on sortira. Donc, la question qui se pose ici, c'est comment refonder les institutions aujourd'hui, notamment les institutions qui définissaient notre contrat social. Je vais donner 3 directions, parce que je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, c'est ça? Super. 3 directions juste pour lancer la discussion. 5 secondes. 5 secondes. Allez, Top. Comme ça, je ne fais pas du tout de solutionnisme, ne vous inquiétez pas. Refond des institutions, de la solidarité. Je pense notamment au compte personnel d'activité qui consiste à décorréler la protection sociale et la sécurité du statut. C'est absolument urgent. Au niveau de l'organisation, on a beaucoup parlé de macroéconomie, on ne parle pas des entreprises, on ne parle pas des associations. Or, la revendication d'autonomie, l'entrepreneuriat, constitue une réponse au rejet en fait, de la subordination tel qu'il a défini le contrat de travail. Donc, l'introduction d'une 3e voie qui permettrait de redistribuer le pouvoir et le gouvernance au sein des organisations est pour moi fondamentale. Je pense notamment aux exemples d'organisations comme la Ruche qui dit oui. Enfin, et troisième orientation, c'est un vaste programme, c'est l'imagination à la politique. Donc la fameuse refonte des idées radicales et l'expérimentation de solutions qui n'ont pas encore été. Je pense notamment, par exemple, au revenu universel, qui va être d'ailleurs expérimenté bientôt au Danemark. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si les élites, ou les nouvelles élites, les anciennes élites, peu importe, ne refont pas un travail d'idéologie, de conceptualisation, on va se retrouver dans une situation beaucoup plus tendue que celle d'aujourd'hui, qui l'est déjà suffisamment. Merci. Merci Diana Filipova. Alors, on a parlé un petit peu protection des données un petit peu auparavant avec Thomas Burbel. Professeur Hampson, Internet peut-il aider à bâtir ce nouveau contrat social? Je vais parler en anglais. Bien sûr. I'd like to turn the proposition of this panel on its head, exercising my professorial hat. What I would like to argue is that we need a new social compact to manage the governance of the internet. And I come to that conclusion, and I've just lost my notes here, in the following way. First of all, I think we have to recognize that the internet is revolutionizing how humans work and play. We've heard that from some of the other panelists. And just to give you some figures to make it concrete, the internet contributed some 6.3 trillion, or 8% of global GDP, in both direct value and productivity gains as of 2014. The Internet of Things and new distributed ledger technologies that are in the process of being developed could create some 8 trillion more in economic value by 2025, and up to anywhere of $5 trillion in public sector efficiency gains. Companies, as we've just heard, are relying on the internet to interact with their foreign operations, suppliers, and customers. Cross-border data flows contributed some 3 trillion to global GDP in 2014 alone, and that surpasses the value of global trade in goods, changing the way business is conducted across borders. From 2005 to 2014, global data flows grew 45 times, while global trade in goods and services was pretty much flatlined. So we're living in the era of data flows, big data flows, and it's fair to say that the internet is giving billions of us a tool for free expression
and social and political engagement. But there's a paradox, and the paradox is this, is that our trust in the internet is declining. When we go online, it's on the basis of a blind trust. There are 5 elements to it. We expect the internet to be reliable, provide us with the correct information or content, to be secure, ensure our privacy, and also be a safe place to do business. But the basis of that trust is eroding as a result of the actions of governments that are using the internet to spy on their citizens, companies that are collecting data for commercial purposes, hackers that are compromising business and also consumers, and criminals who are using the internet as a place, and again we just heard, to hide and to do harm to others. At CIGI, we've been conducting a series of global polls, 24 countries, looking at public attitudes towards trust. And the results are really quite alarming. When we did the poll in 2014, we found that more than a quarter of people who go online self-censor. 40% avoid certain websites. 18% limited who they communicate with, and 10% of those surveyed actually use the internet less often because they worry about their security. In 2016, we just completed a poll earlier this year. We found that self-censorship is up to 20, it's now 20% compared to the previous year. Many users are closing their social media accounts. You're finding particularly young people are committing something called Facebook suicide to take themselves online so that they don't have compromising information when they go and look for a job. Because most employers now, some 80% in the United States, will scour Facebook postings to find out more about you before they hire you. And a larger number, 13%, reported that they use the internet less often. The trends in the data show 2 things. One thing is that they show that people are being more savvy about what they do and how they conduct themselves online, and that's probably a good thing. More individuals are exercising what we would call good internet hygiene. But on the other hand, a growing number of people are using the internet less often, self-censoring what they can say and do, and some are simply going offline altogether. I've alluded to what the sources of that declining trust are. It's governments' expansive surveillance programs, companies providing free social media services and collecting data from individuals, sometimes surreptitiously in the process. There's also something called the dark web, where some of the most nefarious types of social interactions that take place online, such as illegal market, assassins for hire, arms, drug and child pornography run rampant. The seriousness, and I really want to underscore this, of trust challenges are going to intensify as the internet continues to transform itself from a vehicle of communication and knowledge network to a control network that now already links more objects of our daily life and use than it does people to the World Wide Web, and that includes cars, appliances, industrial sensors, medical devices, and the like. Professor, please, we have to... Sure. What I'd like to do, and I'll use this as an advertisement, we argue in a report that was just released last week at the OECD Ministerial, the report of the Global Commission on Internet Governance, that we need a new social compact to restore trust in the internet. And I'll just very quickly, 5 elements. No backdoors for governments when it comes to encryption, greater transparency in terms of how companies collect data from citizens, the option for consumers to opt out when it comes to sharing personal data, better security, and insurance markets have a key role to play there in underwriting new software and the technology that goes into the Internet of Things.
And finally, greater multi-stakeholder and inclusive systems of government for governance, not just at the national level, but also the global level when it comes to the internet. Thank you. Merci. Merci, professeur. Maintenant, si vous le voulez bien, on va écouter la question de l'étudiant qui a été sélectionné. C'est Simon Ollet, qui est étudiant à l'école normale supérieure de Rennes. Ta question, Simon. Bonjour à tous, merci pour vos interventions. Alors vous avez tous souligné le fait qu'en effet il y a des mutations qui résultent de ce numérique, de cette digitalisation, de cette ubérisation de la société. Ces mutations, alors il y en a énormément en effet, c'est le contrat social, c'est les rapports des Français au travail, du monde au travail, le rapport des étudiants à la formation, puisque avec les MOOC, etc., maintenant on peut en fait apprendre absolument tout et changer de métier absolument quand on le souhaite. Alors on a parlé aussi de la protection sociale et l'État face à ça finalement apparaît comme totalement inadapté, et vous en avez parlé, et en fait inadapté, et finalement inadapté pour longtemps, puisque les politiques, et là c'est vous qui en avez parlé, semblent totalement inadaptés aussi à ce système. Alors moi je défends une proposition, et j'aimerais bien que vous réagissiez face à cette proposition, et vous en avez parlé. C'est la proposition d'une allocation universelle de base, qui serait mariée en fait à une réforme totale de la fiscalité et donc du modèle social. Donc voilà, j'aimerais bien d'abord que vous précisiez ce que vous entendiez par revenu universel, et puis ensuite peut-être que les autres intervenants puissent réagir à cette proposition de mise en place d'un revenu universel en France et éventuellement en Europe et ailleurs. Voilà. Allez-y, Diane. Alors, le revenu universel, c'est vraiment une très vaste question. Parce que, et ça c'est vraiment mon argument principal, c'est qu'il n'y a pas un revenu universel, il y a énormément de versions différentes du revenu universel, notamment entre un revenu de base à 500 €, à 400-500 € qui est proposé notamment par Marc de Basquiat par exemple, et un revenu, ce qu'on appelle le revenu d'existence, qui permettrait de couvrir en fait tous les besoins, on va dire primaires, ce qu'on appelle les besoins primaires parce que c'est un concept très flou, jusqu'à 1200-1300 €. Il y a une très très grande différence en termes de financement et en termes de effet sur les structures actuelles de notre société. Donc moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que le revenu universel souffre d'un biais très important, c'est celui de mettre d'accord des gens qui ne devraient pas être d'accord. Donc pêle-mêle, on trouve Alain Madelin, Europe Écologie Les Verts, tout le monde en fait se félicite qu'enfin on a trouvé une solution politique qui permettrait de mettre fin à cette éternelle polarisation entre la gauche et la droite et finalement mettre la fin à la gauche et la droite. Alors pour moi, ça c'est ce qu'on appelle la fin de la politique, c'est une autre façon d'échapper à la question. Le revenu universel ne doit pas mettre les gens d'accord, il doit faire l'objet d'un débat politique, parce que c'est seulement en allant dans les détails de son financement, pour résumer, c'est-à-dire est-ce qu'on prélève plutôt sur les revenus du travail, sur les revenus du capital, sur la finance, est-ce qu'on fait une taxe robotique, est-ce qu'on fait une taxe sur les opérateurs, c'est très intéressant, qu'est-ce qui finance la destruction d'emplois finalement, enfin en tout cas la protection contre la destruction d'emplois, et d'autre part, quel est le niveau qu'on lui attribue, parce que finalement, si on réfléchit bien, on a une sorte de filet de sécurité quand même en France avec le RSA et aussi, on va dire, pas universel évidemment, c'est pas qu'on appelle universel, et aussi avec ce que moi j'appelle les services publics universels, et je pense notamment à la couverture maladie, qui a permis aussi de mettre fin à une certaine précarisation. Voilà, donc débat politique autour de ça. Je voulais juste vous mentionner qu'il y a 2 expérimentations qui sont très intéressantes. La première a été lancée par Y Combinator, qui est l'accélérateur le plus connu au monde, celui d'où beaucoup de licornes, très grandes entreprises, start-up sont sorties. Et donc, ils sont en train d'expérimenter sur une ville avec une chercheuse qui va travailler pour eux. C'est la version néolibérale du revenu de base. Ensuite, il y a le Danemark qui est en train de lancer une expérimentation très scientifique, puisqu'il y aura 5 groupes tests, avec une expérimentation en double blind, aussi, en double aveugle, pour vérifier l'incidence du revenu de base sur le travail, sur l'incitation au travail, sur le niveau de vie, sur la capacité à s'occuper des enfants, sur la formation, etc. Pour moi, le revenu de base ne va pas résoudre un problème fondamental, qui est celui de l'éducation. Donc voilà, sur l'éducation, j'ouvre sur l'éducation tout au long de la vie et la formation professionnelle, qui seule pourrait mettre fin à l'obsolescence en fait, de nos compétences, qui est la cause aussi du chômage. D'entre vous veut intervenir sur le revenu de base? Non? Marc?
un petit truc à dire là-dessus. Non, j'étais pas vraiment sur le revenu de base, j'étais sur le constat qui a d'ailleurs été formulé par Diana Filippova d'une forme de faillite de l'État face au bouleversement du numérique. Moi, je souscris assez à cette idée que les risques, et d'ailleurs vous y avez largement contribué, sont désormais assez bien identifiés. Dans le champ social, c'est le risque de perte d'emploi, mais aussi tous les risques liés à l'intensification du travail, avec des gens qui sont finalement collés à leur tablette et dont on demande de plus en plus, auxquels on demande de plus en plus. Et à côté de ça, c'est vrai que pour ce qui concerne la France, on a vraiment le sentiment qu'il y a un déficit de pensée stratégique sur ce que doit être d'une part l'architecture de la protection sociale, mais surtout peut-être sur ce que doit être cette fameuse thématique de la flexibilité-sécurité, la flexi-sécurité. L'expérience récente de la loi travail montre bien, outre les problèmes de méthode qui ont entouré la loi, montre bien qu'on n'est pas au clair sur l'articulation respective qu'on doit donner à ces deux aspects, la flexibilité pour les entreprises et les sécurités, parce qu'il n'y en a pas qu'une pour les employés et plus largement pour les actifs. Et de ce point de vue, l'exemple du CPA, du compte personnel d'activité qui a été cité, est un exemple assez édifiant. Ce devrait être le véhicule d'une plus grande sécurité. Et c'est vrai que moi je me suis félicité de la création de ce dispositif quand il est arrivé. La réalité, c'est que c'est une coquille vide aujourd'hui. C'est totalement une coquille vide, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien que des droits qui existent déjà et qui sont finalement assez peu financés. Donc, je voulais en même temps faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit et j'en termine. Globalement, je trouve assez révélateur tout ce qui a été dit. Il y a évidemment des risques. Il y a aussi beaucoup d'opportunités associées au numérique. La question de la régulation par l'État, elle est posée. Il n'est pas certain que la régulation étatique soit aujourd'hui la meilleure manière d'aborder le sujet. La régulation par le marché, elle a elle-même des défauts. Ce que j'ai noté de très intéressant dans le discours du professeur Hampson, c'est qu'il y a un ingrédient qui aujourd'hui commence à manquer et qui, dans un pays comme la France, manque de manière très structurelle, c'est la confiance. La confiance dans les parties prenantes à la société, la confiance dans la représentation politique et aussi la confiance dans les outils, qui d'ailleurs n'est certainement pas la même suivant les générations. Donc on a besoin de penser de manière assez globale la régulation avec des outils juridiques, mais aussi la régulation fondée sur des valeurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chemin à parcourir. Merci Marc. Y a-t-il des questions dans la salle? Madame? Confiance et partage. Guylaine Alajoanine, Institut de France, je suis titulaire de la chaire de la convivence. Convivence, vous savez tous ce que ça veut dire, partage des capacités de chacun au bénéfice de tous dans une cohabitation harmonieuse. Donc ma question portera sur des réponses à avoir. Comme vous le savez, on parle de disruption. Ok, c'est le buzzword à la mort, mais ça veut dire aussi briser en 1000 morceaux. On parle aussi de destruction créatrice, c'est notre bon ami Joseph Alois Schumpeter, mais aussi, je pense qu'à l'heure actuelle, dans cette transformation de société, on doit penser métamorphose, c'est-à-dire transformation profonde. Alors ma question est très simple parce qu'on a parlé brillamment par cet étudiant de mutation. Mutation, mais aussi, à l'heure actuelle, il faut s'adapter au marché. Et ma question va demander à Gilles de Margerie, ne croyez-vous pas qu'il faudrait faire à l'heure actuelle pour répondre au marché du futur, qui est le marché du home care, 500 milliards, 30 ans de croissance, et qui répondrait automatiquement, je dirais, au contrat social. Ne croyez-vous pas qu'il faudrait lancer un plan quinquennal de haute sécurité santé pour que l'on puisse véritablement s'adapter à cette révolution démographique? C'est qu'à l'heure actuelle, il y a un vieux qui naît toutes les 37 secondes et un jeune toutes les 42 secondes. C'est-à-dire qu'on rentre dans une société où on a plus de personnes qui rentrent dans les 60 ans que dans les 20 ans. Une véritable révolution. Merci. Ce programme. Je crois que si on regarde sous l'angle du CARE et de la manière dont on aborde ces questions de mutation très très rapide, de la rencontre entre la santé et les technologies, il y a 1000 manières d'aborder ça. Il y a une chose qui est très basique, c'est il y a des situations où vous n'êtes pas bien protégé pour vos risques de santé de base. Il y en a de moins en moins, pour les raisons qu'a dit Diana, parce qu'il y a quand même des garanties universelles qui existent et qui donnent un socle. En revanche,
les inégalités d'accès aux soins sont gigantesques. Elles sont d'abord territoriales, elles sont aussi assez sociales. Vous n'êtes pas soigné de la même manière selon que vous êtes à 80 km d'un CHU ou que vous êtes dans une partie bien desservie de la région parisienne. Donc il y a des différences très grandes. Il y a derrière quelque chose qu'a abordé Thomas Buberl, dont je crois me rappeler qu'il a été responsable mondial de la santé chez AXA, c'est qu'on a entre les mains des instruments qui vont nous permettre de casser le pacte social autour de la santé et qui sont l'individualisation de la connaissance prédictive des risques de santé. On n'a jamais vraiment vécu avec ça. Et maintenant, c'est à portée de main. C'est-à-dire qu'en exploitant même pas les données génétiques, simplement votre historique de santé et quelques éléments sur votre mode de vie, on a un pouvoir prédictif énorme. Est-ce qu'on a le droit et est-ce qu'on a la volonté de s'en servir pour définir combien vous payez pour être couvert en risque de santé? Oui, je pense que confiance et partage des données, c'est important, mais il y a autre chose aussi. Si on regarde aujourd'hui le marché de santé, on voit que les coûts augmentent sincèrement parce qu'on a beaucoup investi de transférer les maladies avec décès aux maladies chroniques. Ça va continuer et il y a moins en moins des gens qui peuvent vraiment profiter d'une santé là. Et pour moi, les gens sont déjà préparés de partager les données, mais ils n'ont pas discipliné en utiliser les données. On a aujourd'hui des connected devices dans le marché, je pense 90 000, et la durée, c'est 12 jours. Ça veut dire que les gens aiment dépenser de l'argent pour leur voiture, mais pas pour eux-mêmes. Et je pense que ça, pour moi, c'est le facteur clé si on veut vraiment changer leur comportement et réduire leur risque dans la santé. Il faut changer le comportement, il faut changer que les gens soient ouverts à la prévention, qui est plus que 12 jours. Une assurance à la carte, donc avec des objets connectés? Oui, c'est tous là. On a les données. Les données sont là. On peut exploiter les données, on peut les mettre au service client, mais il faut avoir de côté un client qui prend les données et qui acte selon les données. Et professeur Thompson, vous pensez, vous, que la sécurité, on peut y aller là? On peut donner nos infos perso sur notre santé? Qu'est-ce que vous nous recommandez? Well, that's a very big question, and I think particularly as you move to integrated data management systems, the security of patient confidentiality becomes a huge issue because it's not simply the doctor who has access to your records, it's anybody who can get in the system, including the insurance company. And in those countries where you have a combination of not just publicly provided healthcare, but private insurance schemes, private insurance providers are going to have access to perhaps more information than they should have. It's a huge issue. I think it's fair to say that, some are saying with the advent of new technologies like distributed ledger technologies, we will have more secure and robust systems. But there again, some of you may have read that somebody was able to actually hack into one of the blockchain technologies the other day. So, security is never perfect. And there's also the human dimension. Anybody can go in and put in a key and download information. That's how Edward Snowden got a new lease on life. So, and I don't think we've really wrapped our heads around this issue, to be perfectly honest. Privacy in not just the digital age, but the age we're entering into of the Internet of Things, where your heart pacemaker is going to be hooked up to the Internet, and somebody may be able to hack into that and do damage as well. Y a-t-il d'autres questions?
Je vais peut-être juste ajouter une chose sur ça, parce qu'on vit déjà une époque complètement contradictoire. Si vous empruntez pour acheter un appartement et que vous vous intéressez à la question de combien vous allez payer comme assurance de votre emprunt, vous n'êtes pas étonné qu'on vous fasse un questionnaire médical. Et vous savez que si votre santé est comme ça va être plus cher. Et vous savez que si votre santé est sérieusement pas bien, vous allez bénéficier d'un système de protection. Et donc là, vous avez à la fois une indexation du prix sur votre état de santé, mais en même temps un système qui dépend d'une législation et qui vous protège pour que ça aille pas trop loin. Faire ça pour la santé au jour le jour, c'est totalement tabou pour le moment. Et on voit bien que la même société gère différemment le prêt au logement et la question de l'assurance de la santé. Les frontières vont bouger. Et là où je rejoins complètement Diana, c'est que ce débat, c'est un débat qu'il faut avoir publiquement. Il est dans le sens le plus puissant du terme, un débat politique. C'est un enjeu de société qu'il faut trancher et qui mérite débat. Ça ne va pas de soi, la réponse ne va pas de soi. Monsieur Sicurel, vous voudrez ajouter quelque chose, puis après on prendra la question de monsieur. Pardon. Non, je voudrais faire une remarque un peu plus générale. C'est-à-dire que, en fait, on va vivre pendant des décennies dans une transition entre le tout mortard et le tout clic. Et en réalité, cette période va durer probablement très longtemps et on raisonne toujours, et notamment les économistes, moi compris, on raisonne toujours comme si toutes les tendances allaient jusqu'à leur asymptote et on ne sait pas, on raisonne en fonction de l'asymptote mais pas de la transition. Or, en réalité, ce qui va être très très dur à gérer, c'est la transition. Mais on a évoqué des sujets majeurs comme le revenu universel. Et franchement, si on se dit que énormément de richesses va être créée par le numérique et énormément d'emplois vont être détruits par le numérique, on ne peut pas ne pas réfléchir à quelque chose comme ça. Enfin, il est assez clair qu'aujourd'hui, c'est totalement impossible. Totalement impossible. On parle de métiers complètement déstructurés. On voit bien que les jeunes, en réalité, ne raisonnent pas du tout comme leurs aînés. En réalité, on disait, Diana, que les politiques étaient complètement décalés, mais il n'y a pas que les politiques. Parce que quand vous voyez Nuit debout et la CGT vociférer contre la précarité, ils sont complètement en contresens générationnel. C'est-à-dire les jeunes, ils rêvent pas du tout d'un CDI où on rentre dans une entreprise, on y travaille toute sa vie, on est protégé et on cotise pendant 44 ans et demi pour sa retraite. Aucun jeune ne raisonne comme ça. Donc en réalité, ce qu'on va être obligé de faire, et lorsqu'on parle de santé, on voit bien ce que sont en train de nous dire les sachants de ces métiers et les assureurs, c'est qu'en fait, on va être capable de définir des bonus et des malus sur la protection santé, et ça montre clairement que pendant très longtemps, on ne pourra pas se passer d'assurance maladie. D'assurance maladie qui ne tient pas compte, qui cotise en fonction des revenus et pas en fonction de l'importance de la maladie prévisionnelle. Donc en réalité, cette phase de transition va être très 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 difficile à gérer et je pense qu'il faut la gérer par petits pas comme les alpinistes en déplaçant une main et un pied à la fois, mais en n'imaginant pas la fin de l'histoire à son début. Diana, je sais que vous voulez rajouter quelque chose, mais on va écouter la question de monsieur d'abord pour faire participer un petit peu les gens. Je pense que ça sera ce que voulait dire Diana aussi, parce que la question politique que Gilles a évidemment bien identifiée avec acuité, comme d'habitude, c'est que si le big data va nous permettre d'accéder à des services formidables à la fois pour la santé, mais aussi d'autres types de risques, je pense à la conduite sur les routes, etc. Si l'individu, puisque c'est quand même de lui qu'il s'agit, accepte de donner accès à toutes ces données, volontairement ou pas, consciemment ou pas, ça c'est des questions un peu annexes. Si l'individu accepte de donner accès à toutes ces données, c'est uniquement en ayant confiance, en se disant qui va l'utiliser et comment est-ce que je vais éviter un système avec des bonus-malus pour la santé. Donc, OK pour donner mes datas, mais qu'elles soient anonymes et qu'elles ne soient jamais. Donc la question, c'est
les gens qui gèrent ces datas, et notamment les assureurs, bien entendu, qu'ils soient publics ou privés, parce que pour moi, je ne fais pas de différence entre la sécurité sociale et AXA, c'est est-ce que eux... Non, mais sur la question politique, j'entends. Sur le plan politique. Est-ce que eux m'assurent que jamais ils ne feront le lien individuel entre les données et la couverture? Et c'est ça la question politique. Est-ce qu'ils vont se soumettre au droit pour ça, pour le faire? Alors déjà, les économistes ont aussi tendance à raisonner sur la jeunesse comme si c'était un groupe super homogène avec des préférences stables dans le temps. Et surtout les économistes qui gèrent un regard un peu condescendant. Alors vraiment... Alors moi j'ai 30 ans, j'en ai marre qu'on me dise que je suis jeune, je suis plus jeune, je suis pas vieille non plus, mais je ne suis pas une enfant dans un bac à sable en train de s'amuser avec le numérique, le smartphone, etc. J'ai une culture philosophique, politique, etc. Bref, donc la jeunesse, je dirais, est aussi diverse qu'il y a de nombre de jeunes, et on est aujourd'hui dans une tentation d'essentialiser. On essentialise tout, parce qu'on a du mal à trouver des repères, parce qu'il y a une déstructuration. Essentialiser et réifier le jeune, la génération Y, la génération Z, l'entrepreneur, le salarié, le nuit-deboutiste, le facho. C'est vraiment une façon de jeter un regard qui provient de la peur, en fait, de la peur d'écouter ce qui se passe vraiment. Moi, je vois des jeunes qui veulent de la sécurité. Ils disent « j'ai envie d'être protégé aussi à vie », sauf qu'ils n'ont pas le choix. Ils me disent « j'ai pas forcément envie de travailler, d'avoir un CDI », ils demandent en fait une décorrélation entre la sécurité et le mode de travail. Ça, c'est la première chose. Je pense que si on raisonne en termes de grandes évolutions, aujourd'hui, il y a un achèvement d'une certaine... On atteint la limite de l'individualisation sur la technologie, sur aussi l'économie et l'approche sociétale. Et donc, dans ce contexte-là, il faut reconstruire, reconfigurer le collectif. Et le collectif n'est pas un gros mot. Ça ne veut pas dire forcément collectivisation des luttes, etc. Justement, il faut réinventer une pensée du collectif qui ne soit pas liée par les idéologies passées. Voilà. Est-ce que j'ai juste le droit à un mot? Parce que franchement, j'ai le droit de répondre, le vieil économiste condescendant. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut être précis. Parce que même les jeunes... éduqués ont le droit d'être précis. En fait, c'est pas la même chose d'avoir un revenu universel et une protection universelle. C'est pas la même chose. Et je pense que le truc qui est à traiter aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, il n'y aura plus de lien entre la manière dont on travaille et sa protection sociale, parce qu'il y aura moins de salariés. Et la première chose à faire, en tout cas en France, c'est une protection sociale qui soit dissociée du statut de salarié. Et c'est pas le revenu universel. D'accord. Monsieur Babel. Bon, premièrement, il faut qu'on parle sur la différence de la sécurité sociale et AXA, mais vous avez raison, il y a des parallèlités. On a parlé sur les mutations, parce que je pense tout le monde, si on parle sur l'accès aux données et donner ces données, c'est toujours une disruption. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on a beaucoup de données, des gens déjà, les gens nous font confiance de donner les données. Et à mon avis, il faut commencer au pire des problèmes. Aujourd'hui, 20% des cas dans l'assurance maladie font 80% des dépenses. C'est des maladies chroniques. Là, on a cette relation entre le client et entre l'assurant. On sait très bien c'est ce qu'il faut faire. Et à mon avis, si on commence avec ça, et la sécurité sociale a exactement le même problème, si on commence avec ça, si on exploitait les données là, on peut vraiment faire une grande différence. Et je vois aussi des modèles de business qui vont plus loin, que les assureurs privés aident la sécurité sociale de gérer cette vaste dépense des maladies chroniques. Et là, nous sommes les mêmes. Mais uniquement là. Professeur Hampson, si vous voulez bien terminer cet échange. Avec plaisir. I think to come back to the idea of a social compact, there are really two principles that should guide policy. One is transparency. When it comes to companies or governments, they should be very clear what kind of data they're collecting from you. And the second principle is consent. They cannot collect anything without your implied
explicit, I should say not implied, without the explicit consent of the individual. And the individual should have the option of withholding that consent if they don't want to hand over their data. The problem now is that a lot of data is collected. They will tell you, whether it's the private insurance company or somebody else, they will tell you what they're collecting, but you don't have the option to opt out. And you should have the option to opt out, because that is what genuine consent is all about. Thank you. Merci. Merci à tous. Est-ce que, Marc Ferracci, est-ce que vous voulez faire un petit mot de conclusion? Je regarde l'heure parce qu'on est totalement tenu. Non, je pense que on a fait le tour des enjeux. Je vais surtout, au nom du cercle des économistes, remercier très chaleureusement nos intervenants. Je vais vous remercier à vous aussi de la pertinence de vos questions. Et je vous invite évidemment à continuer à participer aux sessions de manière très assidue. Merci beaucoup. Merci.